et toutes. Je vous remercie d'être là. C'est pour ceux qui n'étaient peut-être pas là tout à l'heure, mon nom est Joanne Fournier. Je suis présidente de la FPJQ Est du Québec. Je remercie, je salue au passage Suzy Genet, qui est de la permanence de la FPJQ. Je pense qu'elle est basée à Québec. Tu es basée à Québec, toi, hein, Suzy? C'est ça. Puis de toute façon, c'est ça l'enregistrement. Je vois que l'enregistrement a démarré. Suzy démarre l'enregistrement. Fait que ceux qui l'auront manqué, qui s'étaient inscrits, vont pouvoir recevoir l'enregistrement. Je remercie en passant nos formateurs, formatrices de bien vouloir accepter d'enregistrer la formation. Donc, si on y allait un petit peu avec nos conférenciers, nos formateurs plutôt, Sylvie Ambroise, qui est une journaliste autochtone de la communauté d'Ouachak-Macmanio-Tenam. Elle travaille pour la radio CKU. Elle collabore aussi à titre de pigiste pour le journal Le Nord-Côtier à Sept-Îles. Elle a animé les nouvelles nationales à PTN, en plus d'avoir été recherchiste et chroniqueuse pour ici Radio-Canada Côte-Nord. Elle contribue également au magazine Le 30 de la FPJQ. On a également Luca Saniti, qui a commencé son parcours au journal Le Nord-Côtier à Sept-Îles comme stagiaire dans le cadre de l'initiative de journalisme local, avec un mandat qui portait surtout sur les affaires autochtones. Il a ensuite intégré l'équipe tout récemment là, à temps plein d'ici Radio-Canada Côte-Nord dans le cadre du programme Reporter multiplateforme. Si jamais ils veulent se présenter plus amplement, ils auront toujours le loisir de le faire. Je vous rappelle que cette formation, elle est offerte dans le cadre des semaines de la presse et des médias, qui a commencé le premier, en tout cas, avec cette semaine, je crois, qui se poursuit tout le mois. Alors, la FPJQ Est du Québec organise toujours des activités, dont des formations comme ça en ligne. On les fait en ligne justement pour pouvoir les offrir à tout le monde, peu importe où ils sont. Alors, je vous remercie de vous joindre à nous. C'est toujours le fun d'organiser des activités puis de voir qu'il y a des gens. Alors, je salue au passage Chantal Francard, je vois qui est en ligne, qui est professeur. Salut Chantal, qui est professeur à l'École des médias de l'UQAM. Alors, et puis je vois en ligne aussi qu'on a des amis autochtones, journalistes autochtones. C'est vraiment très plaisant. Alors, je laisse la parole maintenant à nos formateurs et je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée. Merci d'être là. Merci beaucoup pour le bel accueil. Sylvie, je ne sais pas si tu voulais te présenter davantage ou si tout avait été dit. Non, moi, premièrement, j'aimerais ça dire quoi à tout le monde, puis merci d'être aussi nombreux là, pour écouter puis sensibiliser le sujet là, en lien avec les Autochtones. De mon côté, je remercie aussi tout le monde, puis je remercie aussi à Sylvie de me faire confiance dans cet accompagnement que je fais avec elle aujourd'hui. Donc, on s'était dit, en fait, de faire ça assez librement. Donc, si à tout point, à tout moment, quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à lever la main virtuellement. Ça se peut qu'on ne puisse pas voir les mains à cause de notre PowerPoint, mais simplement, quelqu'un peut ouvrir son micro pour dire « Ah, j'ai une question. » Donc, sentez-vous libre. On a une période de questions à la fin, mais on veut garder ça un dialogue ouvert. Et voilà, je pense que tout est dit. Alors, on peut commencer, n'est-ce pas? Oui, on peut commencer avec... Donc, laissez-moi partager l'écran pour le PowerPoint. Un instant. OK, on a l'air d'être parti. Et voilà. Donc, naviguer les enjeux du journalisme autochtone. Alors, ensuite, on a notre présentation. Je pense même que je porte la même chemise aujourd'hui que sur la photo. C'est bon. C'est bon. Donc, on a déjà fait nos présentations plus tôt, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais Sylvie, moi, une question que j'aurais pour toi, c'est pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce genre de formation-là? Le sujet est très, très important parce qu'on va le voir en conclusion, dans le fond, que c'est la rencontre avec les gens, puis
les deux communautés, dans le fond, là, qui a un grand clivage, là, même dans la population, il y a beaucoup de préjugés envers les Autochtones. Je pense que les journalistes ont un pouvoir de rapprochement avec les communautés autochtones, vu qu'il y a des stations partout avec les réserves là, qui sont à côté. Tu sais. Fait que je pensais que c'était vraiment un bon moyen là, de faire une sensibilisation comme on fait là, Lucas. Absolument, absolument. Donc, on peut commencer un peu par les valeurs qui nous semblaient importantes à souligner au terme du journalisme autochtone. On peut commencer tout droit avec la perception du journalisme dans les communautés. Est-ce que tu aurais 2, 3 mots à dire là-dessus, Sylvie, et comment qu'on voit ça justement en général du point de vue des communautés autochtones? Ben, on le voit que le journalisme n'est pas super présent. Les Autochtones ne trouvent pas que ce secteur-là peut avoir un impact sur nos communautés ou à l'extérieur aussi. C'est vraiment, tu sais, on le voit par le nombre d'Autochtones, on est comme 5 partout au Québec, là. Puis c'est comme c'est pas valorisé non plus, là, au niveau. Tu sais, nous, dans les communautés, on n'a pas de normes, on n'a rien on rentre là, puis avec ce qu'on a appris de l'extérieur, puis tu sais, c'est pas. C'est vraiment pas. C'est pas développé là, comme métier dans le. Oui, ils ont eu des formations 2, 3 semaines, mais c'est tout. Là, tu sais, mais il n'y a pas vraiment de normes là, qui sont installées dans les communautés, ce qui fait que les étudiants, les personnes qui pourraient faire partie de la relève ils sont pas là. Fait que là, ça, c'est un but aussi qu'il faudrait que je fasse. Ouais. Avec, tout est un peu à faire, dans le fond. Tout est à refaire, là. C'est vraiment un métier d'avenir, là. Moi, c'est ça que je dis ça aux jeunes ici, la relève, là. C'est vraiment ça que je dis. Moi. Puis, quelques raisons qui peuvent expliquer ça, justement, on a le contexte historique, on a le contexte des blessures intergénérationnelles. Encore une fois, Sylvie, peut-être que tu es mieux placée pour expliquer c'est quoi ça, puis pourquoi est-ce que ça a une importance, justement, dans le milieu journalistique pour les Autochtones? Le contexte historique, on ne sortira pas de ça. Ça va être les pensionnats là, avec qui on a eu beaucoup de cassures dans nos êtres, dans nos parents. Les parents, je vais vous montrer vraiment qu'ils ne savaient pas comment montrer l'amour à leurs enfants parce qu'ils étaient avec des prêtres et des sœurs qu'eux ne prenaient pas les enfants. Là. Fait que ça, encore aujourd'hui, c'est une blessure qui est intergénérationnelle, qui n'est pas transmise. La parentalité, OK. La compétence parentale. On fait ici, dans notre communauté, on fait des classes avec les jeunes mamans, puis on essaie de essayer de transmettre ça. Fait que c'est ça, les blessures intergénérationnelles. Il y a beaucoup de blessures là, qui sont encore vives là, parmi les jeunes qui ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas aussi pourquoi, d'où ça vient, pourquoi fait que c'est ça, il y a un bon contexte historique là-dedans. Puis ce genre de douleur-là, au final, ce que ça fait pour plusieurs, c'est un manque de confiance dans l'establishment, si on veut faire un anglicisme, mais aussi dans le terme du journalisme, parce que autre temps, en fait, quand on parle d'anthropologie, le journaliste, c'est pas de l'anthropologie, en fait. Il faut le rappeler. Quand on parle d'anthropologues qui venaient en communauté pour un peu étudier les façons de faire des peuples autochtones, on peut dire qu'ils partaient un peu de leur côté avec les histoires qu'ils recueillaient, puis c'était pas... Retourner à la communauté. Exactement. C'était vraiment pris, là. C'était comme genre, les groupes de personnes non autochtones viennent, échangent et prennent les choses.
ils s'en vont avec, là, tu sais, puis dans leurs universités, puis musées, là. Puis on n'a pas rien on n'a jamais rien eu. On a eu un projet une fois avec le musée Chaboudoine, le musée qu'on a. La personne, le groupe, la boîte rouge nous a ordonné la culture immatérielle qu'on avait. Fait que c'était dans plusieurs volumes, là, fait que ça a été partagé. C'est ça, là, c'est encore dans l'imaginaire. Ouais, des gens, là, que ils font juste s'en aller, ils nous prennent des affaires, fait que... C'est peut-être pour ça un peu que la cueillette d'informations peut être plus difficile. Parce qu'il y a ce manque de confiance au final. Puis c'est ça, c'est un peu des bâtons dans les roues pour les journalistes, qu'on peut dire ça comme ça. Tu peux peut-être donner l'exemple de Patrick Allard de la maison MJL. Là. Oui, absolument. Donc, la maison Jean Lapointe, j'ai eu la chance de parler avec Patrick Allard, qui est agent de liaison autochtone là-bas. Dans le cadre d'un article, lui, pour vous expliquer un peu rapidement le topo, c'est un monsieur de Montréal qui vient dans les communautés autochtones, particulièrement les communautés Innu ou de l'Est du Québec, pour leur offrir des services justement pas de contrôle, mais j'ai envie de dire de gestion de problèmes de consommation, de choses comme ça. Puis lui, une chose qu'il m'a dit, qui m'a beaucoup resté en tête, c'est on va pas là comme si on connaissait tout. T'sais. On va là pour apprendre, pour s'ouvrir les yeux. On ne veut pas recueillir, récolter des histoires puis partir avec vraiment. On ne va pas là comme spécialiste, on va là les bras ouverts, prêts à apprendre. C'est ça qui est important ici. On avait noté l'humilité aussi, mais oui, humilité pour les gens qui vont en communauté, mais aussi pour l'humilité du peuple autochtone. Puis, bon, on dit peuple autochtone, là, nous, on parle surtout des Inuits, parce que c'est ça qu'on connaît un peu mieux, mais je pense qu'il y a certains concepts qui peuvent quand même... Moi, pour avoir travaillé partout dans les communautés là, et nations, c'est vraiment l'humilité, c'est quelque chose que c'est commun à tous. C'est vraiment l'humilité, ça veut dire que c'est comme on a de la difficulté de se mettre en avant. Ce matin, je suis allée au secondaire 5, un groupe pour aller recruter pour l'école de journalistes en milieu autochtone. Je suis gênée, moi, je ne veux pas. J'avais 2 personnes qui étaient... c'est ça, je suis gênée, je ne veux pas être devant, je ne veux pas être... Tu sais comment que toi, que tu es, là. Mais ça s'apprend. C'est l'humilité, on a beaucoup d'humilité. On n'aime pas ça, être plein feu, là, dans les choses. C'est vraiment ce mot-là qu'on a pris, là, pour expliquer cette valeur-là qu'on... Donc, encore là, c'est une chose de plus qui peut rendre la cueillette un peu plus difficile parfois. Oui. Puis encore une fois, en plus, on a la barrière de la langue qui est fondamentalement un défi de plus, parce que il y a beaucoup d'Inuits qui, pour surtout les plus aînés, si on veut, c'est leur première langue. Oui. Puis ils parlent juste un peu d'anglais ou un peu de français, puis... donc, ça devient un peu difficile. Puis il y a des fois aussi, même des concepts dans certaines langues, je veux dire dans les langues autochtones, qui n'existent pas en français. Comme hier, Sylvie nous donnait l'exemple de pieuvre. C'est pas un mot qui existe dans le lexique d'Inuaimun. Comment on dirait ça? Là, j'ai demandé à mon collègue là, qui connaît la langue, là, j'ai demandé comment tu appellerais ça une pieuvre. Il m'a donné un mot comme la chose qui a plusieurs tentacules, là, plusieurs mains, puis plusieurs mains, là, avec beaucoup de mains. Là. Fait que, tu sais, il ne savait pas non plus. Est-ce qu'il y a un mot pour ça? Je ne sais pas. Il a un peu dû inventer un mot, dans le fond, pour le concept. Ouais. Puis déjà là, ça peut justement être un problème de compréhension. Des fois, on dit un mot, puis ça n'a pas exactement l'équivalent dans la langue originale. Fait qu'il y a plein de petits obstacles qui peuvent s'interposer, justement. Puis c'est vraiment une langue qui est animée. Comment il m'a parlé de ça, comment il m'a dit ça, Michel Volant, là, il a tout de suite sorti en image le mot pieuvre, tu sais. Fait que il y a aussi le fait que
Lucas, là, on reste en communauté comme moi, là, je parle Innu le matin, je parle Innu ici à travailler, je parle l'Innu le soir, je parle tout le temps Innu. Sauf quand j'ai des contacts avec des non-autochtones, ce qui est rare. Puis ça m'est déjà arrivé de parler comme si je cherchais mes mots. Même encore là, je suis là, je sors de maladie. Là, encore là, je me sens comme ça. Puis imaginez une personne qui n'est jamais sortie de la communauté, puis qui n'a pas fini son cégep, qui n'a pas fait. Là. Il peut peut-être avoir l'air un peu... peut-être lent dans sa façon de trouver les mots. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre le temps aussi d'attendre, puis pas le regarder. Hein? Voyons, toi, tu as l'air... Ouais. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. C'est juste un manque... le manque de maîtrise de la langue, au final, c'est quelque chose qui est un défi pour n'importe qui. Je pense qu'on peut passer déjà à la prochaine diapositive avec des concepts un peu plus concrets. Puis là, on va parler des particularités culturelles, pardon. Le journalisme, déjà, c'est un milieu où tout est timé. Tout est à l'horloge, tout est à la minute près. On doit fournir. Puis bon, Sylvie, tu le sais très bien. Ouais. Puis, en fait, ce que moi, dans le peu d'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant dans les milieux autochtones, ce que je comprends, c'est que la perception du temps chez plusieurs cultures autochtones comme ça n'est pas la même. On n'est pas adapté justement à ce rythme de travail-là. Ce qui fait que des fois, quand on a des rendus à faire, c'est pas, c'est pas toujours. On peut attendre un peu plus. Je sais pas si tu as des mots à dire là-dessus. Oui, ben la perception du temps est vraiment pas pareille. Tu sais, c'est vraiment. On voulait pas sortir le mot Indian time, là, mais c'est concret, ce concept-là, parce que, regarde, tantôt, là, quand on s'était préparé, ben, toi, tu étais là quasiment 5 minutes avant, puis moi, j'étais pas là. Bon. Moi, j'étais partie chercher mon café. J'ai parti à discuter avec des gens là-bas parce que ça faisait comme longtemps que je ne les avais pas vus. Puis aujourd'hui, c'est le bingo. Il y a du monde dehors. Fait qu'on prend tout le temps d'arrêter, là. Fait que, tu sais, j'étais un peu laissée. OK, je m'en vais, puis je reviens, là. Tu sais, c'est la perception du temps puis de la rencontre aussi. C'est vraiment... tout le temps, c'est en lien avec ça. Là. Tu sais, le temps, ça peut être 10 minutes après, 15 minutes après, 1 heure après. C'est qu'il n'y a pas cette urgence-là, justement, de fournir ou d'être. Tout est un peu plus fluide, en fait. Oui. Puis, quand on s'attend à être très à l'heure, très à la minute, quand on se donne rendez-vous, mettons, un journaliste donne une entrevue, un rendez-vous pour une entrevue, puis que finalement, il y a du retard, mais c'est à s'y attendre, puis c'est pas de mauvaise foi, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est strictement culturel. C'est pas une question de on va les laisser attendre parce que ça nous arrange, tu sais. Non. C'est vraiment la perception de la personne, comment qu'elle vit. Là. C'est pas voulu, c'est pas méchant. Là. C'est vraiment... on vit vraiment fluide là, ici. C'est pour ça que je suis retournée à la radio CKI. C'est de retrouver cette notion de rencontre-là, de travailler tranquillement. Je ne dis pas que je ne retournerai pas chez les non-autochtones, là, mais j'adore travailler pour ma communauté. Il y a les délais d'attente aussi, Lucas. Oui, absolument, qui, comme on disait un peu, ça se peut qu'on attend un peu plus quand on a un rendez-vous. Ça se peut que quand on envoie un courriel, qu'on n'ait pas de réponse avant quelques jours, qu'il fasse qu'il faut plutôt qu'on renvoie et puis qu'on réessaye puis qu'on réessaye. Bon, c'est déjà une réalité dans le milieu journalistique, mais une réalité qui, selon mon expérience, est un peu plus commune dans les milieux autochtones. Oui. Puis aussi, que ce soit par téléphone, relancer, tout le temps relancer. Ne pas avoir peur parce qu'au final, comme on disait, c'est pas une question
c'est pas de mauvaise foi, en fait. Mm. Puis aussi, on avait noté le contexte de l'environnement. Donc, quand on parlait de prendre son temps, euh, de faire les choses à son rythme, je pense que c'est un peu justement une dimension historique, culturelle, un peu. Ouais, c'est comme ça que je dirais ça. Ouais. Ben, le contexte de l'environnement, ben, comment qu'on peut expliquer ça? Ce serait comme, c'est quoi tu voulais dire par là? Ben, ben tu sais, comme mettons qu'on parle des ancêtres là, qui vivaient dans le bois, tu sais, Oui, puis oui, ils faisaient la chasse puis la pêche, puis oui. tout. Puis, tu sais, ils n'étaient pas nécessairement au, au degré de l'horloge à chaque instant, tu sais. Non, non, non. Ça allait au Ouais. gré de... Parce que là, quand il vente trop dehors, tu ne fais pas ton bois, tu ne ramasses pas tes sapins, là, tu ne Mhm. chasses pas non plus là, quand Mhm. il pleut trop. Tu sais, c'est vraiment, ça vient de là, tu sais, la fluidité avec le temps, comment que ça va, tu sais, c'est vraiment, euh, au jour le jour, on décide là, Mhm. comment qu'on gère notre travail, là, mettons. Là. Ouais, absolument. Ouais. Fait que c'est un peu là-dedans que ça se passe. Puis pour passer justement aux ancêtres, puis aux aînés aussi, on a noté le conte et le dialogue cyclique. Ça rentre aussi un Oui. peu dans la catégorie de la barrière de la langue. Euh, Particulièrement pour les aînés, il y a une certaine inclination à vraiment s'étendre quand on discute, quand Ben, on quand raconte on des fait histoires. une entrevue, Mhm. tu vas pouvoir nous conter l'histoire de Absolument, Kenny Gwen, pour lequel on a travaillé ensemble. absolument. C'était quoi déjà le sujet? Donc, lors de mon temps au Nord-Côtier, on essayait de trouver un aîné de la communauté de Ouachat au Maliotenam qui n'avait pas passé par les pensionnats, justement. Puis pour voir un peu leur vécu, puis comment est-ce que ça s'est passé de leur côté, parce qu'il faut comprendre, en fait, le passage au pensionnat était obligatoire à l'époque, mais il est un peu tombé entre les filets, ce Oui. monsieur Keniguen Mhm. Jourdain-là. Mhm. Donc, Sylvie a eu la. On s'est beaucoup entraidé dans ce dossier-là, justement, qui, elle, connaissait Kenny Gwen. Puis, en fait, on s'est mis en contact tous les trois. Puis, on a fixé un rendez-vous, justement, au bureau du Nord-Côtier pour tous discuter. Il faut dire aussi, Kenny Gwen est, encore une fois, parle presque seulement Inou. Ouais, il y a 83 ans, 83 ans. Mm. Puis ça a été difficile de lui parler. C'est là que j'ai trouvé comment que c'était difficile pour vous, les non-autochtones, de parler à des Autochtones parce que j'étais avec toi. Puis heureusement que Kenny-Wayne me faisait confiance déjà là. Puis c'était une première rencontre, hein? C'était Mhm. vraiment une C'était la première première fois rencontre. qu'on s'était rencontrés. Puis moi, la veille, quand je lui avais demandé, paf, 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 ça lui a pris 20 minutes à tout me raconter, j'avais déjà un sujet. Mm. Mais tu sais, moi, je voulais que c'est toi qui le fais, là. Fait en plus, il fallait qu'on fasse... mon oncle, il comprend le français, mais pas très bien. Il a Mhm. besoin que je fasse la La traduction. traduction, exactement. Donc, là, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, puis il y avait aussi comme on disait, une méfiance au départ. Il ne comprenait pas exactement ce que je cherchais à raconter. De mon côté, je voulais juste raconter un peu son histoire, puis comment on peut réussir dans la vie sans avoir à passer par, ben, justement, par ces tristes établissements, si on veut. Puis lui, il avait grandi dans les bois avec sa famille au début, puis après, il a fini par travailler longtemps, plusieurs années dans les minières, puis il a fait sa vie, Oui. puis il a fait sa vie très humblement, puis très comme il faut. Puis, mais il voyait pas ça comme ça. Il y avait de la misère à comprendre c'était quoi mon intérêt là-dessus. Donc, ça a pris un certain moment à aller back and forth un peu avec Sylvie, Oui. avec moi, avec Kenny Gwen, pour qu'on se comprenne. Puis, Parce qu'il racontait justement le conte. Il faisait comme les affaires en arrière, là, les mhm, histoires. Mais c'était super intéressant pour moi, là. ouais. Puis c'était vraiment des histoires que ça n'avait pas rapport avec maintenant, là, tu sais, avec
Puis il faisait comme une affaire de même. Il se perdait dans ses histoires. Des fois, il a fallu que je l'arrête, là, parce que, ben là, ça n'a pas rapport, là, mon oncle. C'est pas le genre de récit, mettons, qui se livre très bien à une entrevue, Mhm. mais on a quand même réussi à extraire l'information qu'on voulait en y allant simplement, question par question, très, très simplement, Ouais. parce que, justement, il y avait tendance à raconter, puis à raconter longuement, puis je pense que c'est une tendance que plusieurs aînés ont, Oui. justement, dans la discussion. Mhm. Fait que, c'est quoi la meilleure façon, tu penses, de ton côté, justement, pour être capable de raconter ces histoires-là d'un point de vue plus journalistique? Ben, je pense que ça ne changera pas. Hmm. Je pense que la meilleure affaire, là, c'est de lui demander de se faire accompagner par une personne qu'il connaît, puis qui connaît la langue française. Je pense que qu'est-ce qu'on a fait, là, c'était vraiment bien, là, comme move, là, Ouais. pour être capable de sortir son histoire, qui est quand même très importante. Là, c'est une personne qui n'a pas fréquenté les pensionnats, là. Tu sais, il est toujours vivant, puis tu sais, il y a tellement d'histoires, ce monsieur-là, là, que, tu sais, Absolument. ouais. Puis je pense qu'il y a une chose qui est très importante aussi, c'est la patience. Mm. La patience, non seulement de, oui, recevoir des réponses, mais quand tu l'as, la patience d'attendre et d'écouter et de prendre le temps de ne pas perdre patience aussi, parce que Oui, j'aurais pu à un tel moment me dire, oh mon Dieu, ça prend du temps. Je pense qu'on est arrêté, je pense qu'on s'est arrêté une heure ou deux oui, à après, échanger ensuite oui, pour vraiment discuter. on a même descendu, là, tu sais, prendre un peu Prendre une pause, d'air, ouais, puis, fait que là, j'ai dit, OK, là, c'est correct, là, on va remonter, puis on va vraiment, là, ça se passe là, là, puis on le fait, là, tu sais, Puis fait on a que ça, réussi, ben puis oui, ça a donné un rendu qui était très, très beau, puis auquel on a été, ben, un peu pas félicité, mais on a été très reconnaissant. Kenny Gwen nous a remercié pour le travail qu'on a fait. oui, vraiment, dans sa famille, il était content, là, mais tu sais, on revient avec l'humilité. Mhm. Moi, j'ai vu qu'il était content, là. Mm. Tu sais, il était content, mais il était humble face à tout ça, là. Tu sais, c'est ça aussi que j'avais remarqué, là. Mm. Fait que c'est bien le fun. Il y a aussi le vivre en communauté. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde se connaît. C'est ça qui est particulier dans les communautés autochtones, c'est que quand il y a une histoire qui sort un peu, puis tu l'as mentionné avec l'exemple de ton oncle Kenny Gwen, tout le monde l'a vu au journal, puis tout le monde, le mot s'est passé assez Oui, rapidement. direct. C'était même où est-ce qu'il achetait ses billets de loterie, là. Le caissière, hey, c'est mon client. Puis il était drôle. Puis qu'est-ce que ça présente justement, le fait que tout le monde se connaît dans un point comme ça? Ben, c'est sûr d'aller en avant de sujets tu sais, être devant, parce que là, obligatoirement, il va falloir qu'il y ait une photo, une Mhm. vidéo. Tu sais, c'est ça aussi qui est difficile là, dans les communautés autochtones. C'est pour ça, là, des fois que, mais tu peux demander, là, non, ben, c'est pour ci, c'est pour ça. Euh, tu sais, tu montres qu'est-ce que tu veux faire avec ces affaires-là. Tu sais, c'est vraiment convaincre la personne là, à accepter l'entrevue, là, OK. même dans la rue, là, tu sais, c'est bien expliqué, là. Ah, OK, oui, je comprends. Bon, fait qu'il va dire oui, là, la personne. Là. Ouais, 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 je comprends. Maintenant, dans le point création d'un réseau, des trucs qu'on peut se faire justement pour développer des liens avec les acteurs importants dans les communautés, euh, ben, comme c'est écrit déjà sur le point 1, oser aller à la rencontre. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important justement d'un peu se décoller de notre ordinateur puis de se décider d'aller voir les gens, de présenter cette curiosité-là. Mhm. Euh, S'il y a un événement qui se déroule, de ne pas avoir peur d'y aller et de se présenter. Tu peux peut-être nous raconter la première fois que tu es allé dans une activité. Absolument. Puis ça va un peu s'attacher au deuxième point qui est le syndrome de l'imposteur. La première affectation que j'ai eue à cette île en arrivant, je pense que c'était peut-être le troisième jour que j'étais au journal, ou peut-être même pas, là, mais bref, première interaction. J'ai
j'étais un peu sur les réseaux sociaux en train de chercher des sujets sur lesquels j'aurais pu écrire une quelconque affaire. On m'avait un peu laissé aller, puis on m'avait dit, ah, regarde ça, puis si tu trouves quelque chose d'intéressant, vas-y. Donc, j'ai vu un programme, pas un programme, mais en fait, à la rivière Moisy, à Sept-Îles. Puis la rivière Moisy, c'est une grande, grande rivière qui, pendant des millénaires, les peuples Inuits ont traversé la rivière, ont remonté la rivière en canot, justement, pour aller sur le territoire chasser. Puis il y avait comment je dirais, il y avait un peu une équipe de canotiers qui revenait d'un long périple de canot portage. Donc, ils vont au canot, puis ils portent le canot sur leur tête. Puis ça, c'est tout justement dans l'optique d'honorer les ancêtres, si on veut. Et j'ai vu que, ah, ils reviennent ce soir. Ils reviennent à partir de la rivière Moisy ce soir. Je me suis dit, bon, ben, crime, intéressant. Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'avait porté une curiosité. Puis je me suis dit, hey, j'ai envie de voir ça. Donc, je l'ai dit à ma supérieure au journal, puis elle m'a dit, OK, vas-y avec ta caméra, pars, puis vas-y. Donc, je pense que c'était prévu, l'arrivée était prévue pour peut-être 17 heures. Pour vous dire, ils sont arrivés beaucoup plus tard, peut-être vers 20 heures, tu sais. Oui. Puis, mais tout le long, j'ai attendu genre 3 heures. Je ne suis pas très bon en maths, là, mais vous allez me pardonner. Là. Mais, je suis arrivé, puis, ben, j'étais le seul blanc, là, en fait. Puis, puis toi, tu ris, mais moi, je riais pas tant que ça à l'époque parce que je me disais, oh, est-ce que c'est même ma place d'être ici? Est-ce que j'ai rapport? Puis, ça avait ce syndrome justement de l'imposteur de me dire, mais je suis qui, moi, pour venir rencontrer ces gens qui vivent clairement quelque chose d'important dans leur communauté à eux? Puis moi, je viens avec ma caméra, puis je fais un peu le touriste. J'avais bien de la misère à à gérer ce sentiment d'imposteur-là. Oui. En fait, le plus que je suis resté longtemps, le plus que des gens sont venus me poser des questions, ils sont venus me demander, ah, est-ce que tu attends tes amis? J'étais comme, Oui. ah non, je suis journaliste, je viens voir l'événement. Puis ah, ok, puis le mot s'est passé. Puis de plus en plus, je réalisais que hey, je ne suis pas malvenu, tu sais, je suis bienvenu. Puis pour dire que c'était un événement qui était ouvert à tous, mais le simple fait de moi être, pour une fois, cette minorité visible-là dans ce milieu-là, ça m'avait fait quelque chose. C'était vraiment, toi, tu racontes avec tes yeux. Moi, je vais te raconter comment on vit ces trucs-là. Ben, pour cette activité-là, c'est très important le partage. Et, on essaie de se reprendre en main, là, puis de refaire les chemins là-bas. Puis en premier, c'est ça qui est important. Toi, tu arrives, tu es là, puis ah, c'est qui? On est comme bien curieux. Puis là, tout le monde se connais-tu? Tu connais-tu? Puis là, il faut lui demander c'est qui. Fait que là, il y en a un qui s'en va le voir, puis t'es qui? Le On premier est juste curieux, c'est qui? T'sais. Fait que là, tout le monde, ça se passe après. Fait que là, le syndrome de l'imposteur que tu ressens, c'est juste un court moment. C'est vraiment pas méchant, c'est vraiment la curiosité. Puis les gens sont contents qu'il y a des journalistes qui viennent parce qu'ils savent que cette histoire-là, ça va être su par d'autres mondes. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller. Comme tu dis, tu sais, c'est plate. Nous, le téléphone, là, on n'aime pas ça. Tu sais, on fonctionne par texte. Regarde, tu sais, on fonctionne vraiment de même. Il faut vraiment aller à la personne, en rencontrer les gens, leur parler. Tu sais, comme je vous disais, mon café tantôt, là, ça m'a pris 3-4 personnes, je parlais. On se rend compte. C'est vraiment ça qu'on fait, là. Dans nos affaires. Puis je pense que c'est normal de se sentir un peu imposteur dans ces milieux-là, surtout quand il est question de sujets un peu plus touchy, tu sais. Parce que justement, comme on a dit dès le début de cette discussion qu'on a depuis le début, il y a tout ce précédent historique, il y a tout ce précédent, justement, les blessures intergénérationnelles qu'on ne peut pas vraiment comprendre en tant que personne alloctone comme ça. Mais le simple fait de vouloir se présenter curieux et
et d'y aller honnêtement, sans désir de se dire, ah, on va raconter ça, puis on va tout avoir raison tout le temps, ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur d'y aller. Je pense que c'est essentiel. Puis je pense que, en fait, c'est cette volonté d'aller plus loin qui va être, en fait, vraiment mieux vue que justement se dire qu'on comprend déjà tout. Ouais. Donc, c'est normal, mais c'est pas une peur qui mériterait de s'attarder trop longuement, en tout cas. Ouais. On peut parler de comme la création d'un réseau, ce serait Facebook. Ben, moi, c'est ça que j'ai constaté, surtout à quel point les réseaux sociaux sont très importants dans la communication, dans les communautés. Ouais. C'est vraiment là que tout se passe. Il y a un chat qui se promène à telle place la nuit, à telle heure, on ne sait pas pourquoi, on sait. C'est vraiment, je vous dirais, de prendre des personnes, des personnes, même les conseils, juste les Les conseils conseils de de bande, bande, oui, absolument. parce que là, il y a comme une transparence à transmettre depuis quelques années. Ils disent tout qu'est-ce qu'ils font comme activité. Euh, J'imagine que c'est là que tu trouvais beaucoup d'informations, là. Ben, l'aspect communautaire un peu de ces communautés-là se retrouve aussi euh, sur les réseaux sociaux, je trouve. Par exemple, je pense à Equanshit qui est à Maïgan. En fait, c'est une petite communauté Innu, justement, un peu plus à l'est, au nord, Mhm. qui, qui a des pages Facebook, deux, trois pages Facebook avec énormément d'informations qui est mise à jour à chaque minute Ouais. quasiment. Puis c'est beaucoup des fois que j'ai travaillé, j'ai trouvé mes petits scoops, mes petites histoires directement sur les pages Facebook, surtout Facebook, un peu moins les autres médias, Ouais. mais Mais c'est vraiment vivant. ouais, c'est tous les âges sont là, les vieux, les jeunes, les moins jeunes. Puis, tu sais, c'est vraiment, on se retrouve là, là. Pour parler de l'exemple de Equanjit, Equanjit, récemment, c'est dommage. Ils ont eu 2 décès par un bateau, là. Fait on suivait heure par heure où est-ce qu'ils étaient rendus les recherches. Puis, tu sais, dans toutes les communautés, on envoyait du monde là-bas. Tu sais, c'est vraiment le Facebook, là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comme développer, là. Absolument. Puis grâce à ces outils, justement, ça nous permet de trouver des histoires qui sont peut-être un peu plus personnelles, qui sortent de cette dichotomie classique ben, souvent, comme on s'était dit plus tôt, souvent quand les communautés autochtones passent aux nouvelles, parfois c'est pour des raisons négatives, en fait. Ils ont bloqué ci, ils bloquent ça, puis il y a de la drogue là-bas. Puis... Mais c'est vrai, mais c'est triste. Mais bon, ça, c'est un aspect des médias comme Oui, on veut. On doit parler de ce qui compte. oui. Mais euh, on peut aussi renverser ce modèle-là. Puis je pense justement que c'est important intérêt à ces sujets qui sont importants pour les communautés. Puis il y en a beaucoup, puis c'est simplement question de s'y intéresser, puis de se poser la question, puis d'être curieux, puis peut-être des fois de creuser un peu plus, mais euh, il y en a tellement, Puis c'est vraiment riche, c'est ouais. riche, c'est vraiment... Moi, ce que j'aimerais, là, c'est une égalité avec la négativité puis la positivité. Mhm. Si on parle quelque chose qui n'est pas intéressant, ben, ce serait le fun aussi qu'on parle de la réussite. Mhm. Euh, Absolument. il y a eu, il y a eu 60 diplômés cette année au secondaire 5, puis voici ce qu'ils ont fait. Tu sais, on est fiers de ça, là, Ouais, on est content, puis ils vont faire quelque chose, c'est sûr. absolument. C'est ça qu'on veut dire par là, là. Puis comme on disait au début, c'est aussi une question, puisque tout est à faire, pourquoi pas tout le faire comme il faut, n'est-ce pas? Ben oui, Puis c'est ça qu'on veut dire par tracer un chemin aussi, c'est que c'est en faisant ça, en faisant cette curiosité-là, en tissant des liens honnêtes avec les gens qui nous accueillent dans ces endroits-là, que ça nous ouvre des portes vers d'autres sujets qui méritent la peine, justement, qui sont culturels, qui sont disons, positifs comme ça. mhm. Euh, c'est une façon, justement, d'aller de l'avant puis de développer ce côté-là du journalisme qui je trouve,
sous-développé au final. Oui, parce que quand tu as fait une création de réseau, je sais que du monde t'ont rappelé après pour Absolument. donner des sujets. Absolument. Je pense à l'Institut de Chakapèche, qui est l'Institut de la langue Innu ici à cette île. Bon, j'ai juste eu à les rencontrer en personne parce que, bon, le téléphone, courriel, encore une fois, oui, ça marchait, mais pas aussi bien. Mais quand je suis allé les rencontrer en personne, j'ai serré tellement de mains en rentrant là. Ouais. Puis, La curiosité, ils sont tous c'est- sortis de leur bureau. c'est tout ce que ça a pris pour qu'on m'envoie toutes les informations sur tout le temps. Puis, Ouais. puis je suis vraiment reconnaissant pour ça, justement. Fait que pour tracer un chemin, qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Les pistes de solutions pour rendre ce journalisme-là plus, si on veut, accessible, mais aussi répandu. Toi, tu avais déjà nommé des solutions, puis là, tu participes à un projet, justement, qui, je pense, Oui, va dans ce chemin-là. c'est justement l'Institut Chagabesh qui a fait une formation avec 10 candidats non autochtones, allochtones, qui viennent de l'École des médias de l'UQAM et de l'ATM de Jonquière. Ils sont 10. Ils vont venir ici faire une immersion pour 12 jours de cours avec 10 autochtones qu'on aura choisis. Fait qu'on va être un groupe de 20, là. On va vraiment se parler. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est des gens qui vont être baccalauréats en journalisme, puis c'est là qu'on va pouvoir vraiment stimuler l'intérêt, sensibiliser aussi aux valeurs de qu'est-ce qu'on vient de parler. Là. Ouais. C'est vraiment une extension, là. Puis c'est vraiment le fun. J'ai très hâte de faire cette école-là. Là, je vais être formatrice avec Guy Bois, je pense que vous connaissez. Lui, qui est professeur à l'École des médias de l'UQAM, puis qui a été fondateur pour Espace autochtone à Radio-Canada. Oui. Puis, comme on a dit aussi, ajouter des journalistes affectés aux affaires autochtones dans les stations qui sont à proximité des communautés autochtones, Oui. par des processus comme justement l'IJL, l'initiative de journalistes locaux, de laquelle moi j'ai été issu. Ça, déjà, avoir une personne, bon, c'est bien d'en avoir plusieurs, mais si on a des personnes qui sont, disons, spécialisées dans cet enjeu-là, Oui. ça facilite un peu le processus aussi parce que on n'a pas besoin de toujours recommencer, si on veut. Non. Il y a ces liens qui sont importants, justement, qui perdurent dans le temps, puis qui sont importants, qui sont là, puis qui restent. Moi, je disais, j'avais pour me dire que il y avait, dans toutes, mettons, les stations là, qui à travers au Québec, là, c'est sûr que tu as une communauté autochtone à proximité. Fait que, tu sais, si tu peux, ce qui est intéressant, c'est vraiment mettre une personne comme le journal Nord-Côtier a fait pour toi, tu sais, de prendre des gens, de prendre une personne affectée essentiellement à ce sujet-là, dans le fond. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça augmente l'audience. Ça augmente l'audience Les lecteurs autochtones, oui, des lecteurs autochtones. Ils sont de plus en plus intéressés par le média où est-ce qu'ils apparaissent. Là. Fait que je pense que ça pourrait faire un lien entre les deux communautés. Puis si on fait ce lien-là, ben, forcément, dans la population, ça va se ressentir aussi. Fait que ça, c'est... Moi, ce serait ça mon rêve, là. Si un jour je vois ça avant que je meurs, là, ce serait une réussite. Oui, ce serait une réussite pour ça. Bon, ben, pour nous, ça fait le tour. Fait en résumé, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des valeurs qui sont propres aux communautés autochtones. Donc, le contexte historique qui est très important. Cette barrière de la langue, l'humilité. Oui. Puis après, on parle de la perception du temps, du conte, du dialogue, oser aller à la rencontre des gens. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a un peu déblatérées comme ça, mais on a essayé de faire ça aussi concis que possible. Oui. Puis, ben voilà, si vraiment vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre autant qu'on peut. Puis, ben oui, c'est ça. Merci. Merci d'être venu aussi à notre présentation, là. Puis on est très content de la donner aussi, cette présentation-là.
Je pense que c'est important. Puis je pense que vu que vous êtes ici avec nous, je pense que vous pensez que c'est important aussi. Donc, c'est déjà un point positif. Ouais. Fait que si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Sinon, on vous souhaite une très bonne journée. Oui, Joanne. Oui, ben moi, je ne veux pas enlever la parole à personne s'il y a des questions, mais je peux témoigner un petit peu parce que Sylvie a été témoin. J'ai eu une bourse d'excellence de la GIC, de l'Association des journalistes indépendants du Québec, l'année passée. Puis, je suis allée faire une tournée. L'objet de ma participation pour lequel j'avais eu la bourse, c'était de faire une série de 5 reportages sur différents aspects que j'avais présentés. J'avais présenté un lead, si on veut, ou un lead provisoire ou un laïus là, pour chacun des reportages. C'était justement, à travers ma recherche, de dire, bon, il y avait un premier article qui portait sur l'importance des médias, des radios communautaires dans les communautés Innu. J'ai fait 5 communautés Innu, je ne les ai pas toutes faites, là. 5 communautés Innu de la Côte-Nord, puis celle de Mastoyatch au lac Saint-Jean. Donc, j'ai fait 6 communautés. Et c'est ça. Puis ensuite, l'importance du bingo comme source de financement, parce que pour moi, il y avait quelque chose de surréel qu'à CKU, à Ouachat McMahon-Tenham, on réussisse à faire un bingo avec un gros lot hebdomadaire de 100 000 puis que là, il y avait la police était obligée de faire la circulation parce qu'il y a des bouchons dans Magnotenam parce qu'ils viennent acheter les cartes de bingo. En tout cas, il y avait quelque chose de surréel. Puis je me disais, dans une ère où les médias sont en difficulté, eux, j'avais l'impression que les radios communautaires Innu avaient quelque chose quand même eux autres, ils l'avaient l'affaire là, au niveau du financement. Puis l'importance aussi, le ratio de musique autochtone, le combat de Florent Volant et de son fils Mathieu Mackenzie qui demande qu'il y ait 5 de musique autochtone qui soit jouée dans les radios commerciales, les radios tout confondues, parce que déjà les radios communautaires autochtones, ils en passent en masse, en général de la musique autochtone, mais ils demandent au CRTC depuis des années, ils ont déposé un mémoire, etc., pour qu'il y ait 5 Pourquoi 5 c'est le pourcentage que représente la nation autochtone au Canada. Donc, en tout cas, moi, j'avais tous des sujets comme ça. J'étais évidemment dans une démarche très positive. J'étais bien loin, j'étais consciente. Tu sais, moi, déjà, les gens qui me connaissent savent que je suis une fille inclusive. Je suis allée faire un stage en Afrique. J'aime les gens de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, etc. Alors, je partais avec une intention très, très positive, très ouverte. Je me disais, même dans la mouvance de vérité, réconciliation, tu sais, j'avais mis un peu l'accent là-dessus quand j'ai fait ma demande de bourse. J'en parlais Sylvie, qui m'avait guidée un peu aussi avec, comment il s'appelle, Gil Couture, son prénom, qui travaille à Espace Autochtone. Tu sais, toi? Jérôme. Jérôme. Il m'avait aidé, en tout cas, j'avais montré que, tu sais, il m'avait guidé un peu quelle personne je pourrais interviewer. Fait que finalement, j'ai eu la bourse, puis je suis partie dans ma quête. J'ai commencé par faire des demandes d'entrevue par courriel. On ne me répondait pas. J'appelais du monde, on ne me répondait pas. Là, à un moment donné, je me disais, mais c'est quoi l'histoire? Puis là, puis plus j'allais vers l'Est, comme jusqu'à, tu sais, Ouachat McMahon-Tenham, c'était pas si pire, mais après ça, Equanichit, Noutachqua. Là, j'avais l'impression que ça se fermait encore plus. Euh, mais j'ai compris que c'était une autre culture, tout simplement. Tu sais, c'était, comme si vous l'avez dit, on n'est pas très téléphone, on n'est pas très courriel. Puis là, il fallait des fois, je les mets devant l'urgence de dire, ben là, c'est parce que je vais partir bientôt, puis j'aimerais ça.
Puis là, il me dit, ah, OK. Là, tu sais, il me disait, tu peux venir demain. Puis il y avait cette gêne-là, on dirait, de dire, ben, tu sais, à un moment donné, on me disait, ben, je me demandais qu'est-ce que j'aurais à te dire. Tu sais, je vais-tu bien répondre à tes questions? Puis moi, j'avais minimisé aussi, j'aurais dû demander dans mon montage financier un fixeur, donc un journaliste ou un Inou qui aurait pu poser mes questions, qui comprenait bien le français, évidemment, qui aurait pu poser mes questions en Inou et Imoun, me retraduire, puis que la personne interviewée aurait parlé dans sa langue maternelle, elle m'aurait répondu, le fixeur aurait pu me traduire. Puis c'est comme ça que j'aurais construit mes articles. En tout cas, j'ai réussi quand même à faire les 5, mais j'ai dû prendre plus de temps parce que la notion de temps n'est pas la même non plus. Vous en avez parlé. Plutôt que prendre 2 semaines, j'ai dû investir 3 semaines, mais c'est pas grave. Là, j'ai aimé ça, puis je suis restée plus longtemps, mais tu sais, j'ai pu m'immerger davantage. Quand j'ai visité les communautés autochtones, j'avais plus de temps, j'étais moins pressée, etc. Mais je peux témoigner que j'ai trouvé ça rough au début, j'ai trouvé ça difficile. Puis c'est pas négatif ce que je dis là. C'est que justement, j'arrivais avec ma lorgnette, malgré mon ouverture, malgré le fait que je suis une fille très inclusive, j'arrivais possiblement trop avec ma lorgnette d'allochtone, puis que je m'attendais un peu que les gens allaient participer à mon sujet de reportage qui était. Puis Sylvie en a parlé, j'ai senti ce traumatisme-là. J'étais une allochtone. J'ai senti qu'il y a un traumatisme. Je m'excuse, il y a quelque chose qui est en train de brûler, là. J'ai fermé mon four de camping. C'est ça, tu sais, il y avait quelque chose de très. De, tu sais, où ils ont justement, ils ont trop été habitués que quand il y avait des allochtones, des journalistes allochtones qui s'intéressaient à eux, c'est pour parler des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, de violence conjugale, de pauvreté. C'est comme ça qu'on dépeignait les communautés autochtones, comme si ça n'existait pas chez les allochtones. Alors, mais moi, j'étais évidemment pas là. J'étais vraiment pas, tu sais, j'arrivais à quelque chose d'un peu inédit qui était consacré juste à leur particularité, faire connaître ces particularités-là, très, très inouïes, très autochtones. Puis ça a été très difficile, mais bon, au bout de la ligne, j'ai adoré l'expérience. Ma série de 5 reportages a été publiée dans les 6 quotidiens des Coop de l'Info. J'ai eu des retours d'Inou que je ne connaissais pas. C'est fou la demande d'amitié Facebook que j'ai eue après. Fait que là, je me suis dit, ils ne sont pas venus me dire Hey Joanne, on a aimé tes textes. Mais juste par l'ouverture, que le fait que vous l'ayez mis Facebook avec moi, que là, je me sentais adoptée, là, j'ai dit, ouais, là, je pense que finalement, j'ai réussi ma quête très humblement, mais j'ai appris vraiment quelque chose là, sur la culture et nous que je connaissais très peu. Moi, je suis gaspésienne, puis je l'ai dit à Sylvie, je connais très peu aussi la culture Micmac. Tu sais, je veux dire, il y a comme il y a toujours eu un peu un fossé. Là, on se rapproche, puis c'est tant mieux. Mais en tout cas, je voulais témoigner de ça. C'était plus un long témoignage, je m'excuse, là, que des questions, mais ça vient corroborer, je pense, tout ce que vous avez raconté. Puis j'ai rencontré ces difficultés-là, puis j'ai appris là-dedans. Puis au bout de la ligne, mon expérience, j'ai adoré l'expérience. Puis je retournerai n'importe quand là, dans les communautés autochtones. J'ai ri beaucoup aussi. Tu sais, Serge Bouchard vous appelait le peuple rieur, les Inuits, puis moi, j'ai retenu ça, puis je leur disais des fois, tu sais, vous savez, je pense qu'on a un point commun, les Gaspésiens, puis les Inuits, parce que les Gaspésiens, on est réputés pour aimer lire, aimer rire, pas être trop compliqués.
Puis ça, j'avais ce point-là où quand on trouvait à un moment donné un sujet, puis que, tu sais, je l'ai trouvé ricaneux facilement, il riait facilement. Fait que quand tu sais, j'ai trouvé cet aspect-là, le fun, puis là, ça détendait l'atmosphère. Moi, j'ai vu des entrevues au début, là, où on était, écoutez, là, la dame, elle s'est installée au bout de la table pour l'entrevue. L'autre est installée à l'autre table. Et là, j'ai dit, là, tu sais, ça faisait image. Elles étaient très méfiantes. Mais à la fin de l'entrevue, là, on s'est bidonné, on riait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait les photos. Puis les photos étaient le fun parce que elles étaient naturelles, les femmes minous là, que j'avais interviewées. Mhm. Fait que, en tout cas, merci pour cette formation-là. C'est super le fun. Merci, merci pour le partage, justement. Je pense que ça Ouais. rejoint exactement ce qu'on raconte. Toi, le fait de le rire, comment tu l'as trouvé, là, nous autres? Ben, je répondrai à ta question, mais je pense qu'on a une autre question qui attend avec Chantal. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Vous m'entendez bien? Oui. Moi, j'ai une question pour Sylvie. On a beaucoup de difficultés à voir des étudiants en journalisme qui sont autochtones. Puis je me demandais, Sylvie, toi, qu'est-ce qui t'a amené à être journaliste? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était une voie intéressante à suivre? Ben, moi, c'était quand j'étais plus petite, là, mon père, ça a été un chef pendant 12 ans, là. Puis pendant ma jeunesse, mon père, il venait regarder Bernard de Rome. Puis là, il m'amenait, moi, je regardais pas Passe-Partout, là. Je regardais les nouvelles sur les genoux de mon père. Je regardais tous les gens défiler, ces journalistes-là là, qui faisaient leur travail. Puis ça m'a marqué. J'ai tenté la voie politique aussi, mais dans ma communauté, on a besoin de chemin. Là, fait que je me suis dit que le journalisme allait être peut-être un chemin où est-ce que je pourrais emprunter. Là. Mais pendant une grosse partie de ma vie, mes parents, mon père était malade, ma soeur aussi. Il a fallu que je fasse beaucoup de travail administratif pendant une quinzaine d'années. Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai décidé de devenir journaliste. Là, je suis venue rentrer ici à la radio, puis avec mon offre de service, je vous donne, je leur ai fait un site web, monter un truc publicitaire. J'ai fait de l'échange pour avoir une année d'expérience de journalisme comme forme. Moi, ce que je dirais, là, madame, c'est comme l'école des médias qui vient dans la communauté. C'est vraiment ça la solution. Parce que moi, je suis partie à PTN pendant 4-5 ans, là, puis j'ai senti le déracinement. Vraiment, j'ai perdu mes moyens. J'avais plus mon monde autour. Je parlais même plus ma langue. Fallait que j'en apprenne une autre, l'anglais. Moi, je pense que pour la réussite des gens, là, dans toutes les études, c'est vraiment mettre rendre ça disponible là, à distance, tu sais, ouais, localement. Puis ça a été déjà dit, là, ça commence à sortir ce monde-là. Là. C'est vraiment qu'est-ce qu'on essaye de faire aussi avec l'École des médias. Ils viennent dans la communauté, on prend des allochtones et des autochtones, on les met ensemble. Puis c'est là que moi, j'ai eu 8 inscriptions depuis que c'est sorti. Là, on en vise 10. Je pense que moi, je vais avoir réussi à faire mon recrutement. Là. C'est vraiment ça.
Puis on peut peut-être parler pour toi, là, le rire, là, comment Ouais. tu l'as trouvé? Moi, j'ai trouvé, comme Joanne disait, que c'était une partie immensément importante de la culture. De la culture, on peut en parler comme ça, mais j'en ai ri beaucoup aussi. À chaque fois, en fait, c'est. euh, je sais pas si tu te rappelles, j'avais écrit un article sur la maison de prévention de suicide. Chimashton? Oui, de la maison de Chimishton. Puis une chose qui m'avait marqué justement là-bas, c'est à quel point c'est important de rire ensemble, Oui. puis mettre ça de l'avant. Puis c'est juste, ça fait partie d'eux. C'est tout le monde rigole, tout le monde se fait des blagues, tout le monde a le rire facile. Puis moi, Ouais. j'étais très bien, Ah, je me sentais très C'est le confortable fun. dans cet environnement. Parce que là, ici aussi, le matin, bon, OK, on rentre, on travaille un peu, puis on prend une pause, on descend tout, puis on commence à rire. Tu sais, on fait rire, on fait juste rire. La pause rire. La pause rire, là, une vingtaine de minutes, tu sais, vraiment, on ajoute, puis c'est vraiment le fun. Puis c'est sarcasme aussi, il y a beaucoup de sarcasme là-dedans. Puis hey, on parle de toi de même, là. Puis Ouais. tu sais. C'est vraiment important le rire, là. J'ai ressenti ça aussi. Mhm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres interventions, partages, quelque chose comme ça? Joanne? Oh. Oui, par rapport au rire, ça me fait rire justement y penser, là. J'avais été donnée, grâce à Sylvie, j'avais rentré dans les communautés, dans la communauté de Ouachat Magmagnotenam à l'école secondaire, puis euh, l'éducation aux adultes à Ouachat. Puis c'était ça portait sur les fake news, là, puisque je donne des ateliers pour le CQMI, le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Je donne des ateliers sur les fausses nouvelles et la désinformation. Puis là, quand j'arrivais à l'éducation des adultes, c'était toute une gang d'adultes. Ils étaient là, la prof, elle me dit, ils sont là sur une base volontaire. Hey, puis elle me donnait l'après-midi. J'ai dit, j'aurais pas un show. Tu sais, on a un vendredi off, puis finalement, la cloche sonne, puis ça commence à rentrer, puis il y a des géants. Hein. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi. Chez les Inuits, là, moi, je ne suis pas grande, je fais 5 pieds 3. Je comprends pourquoi Jacques Cartier avait documenté beaucoup les Autochtones comme il les représentait comme des géants. Hey, j'ai vu des géants là-dedans. Là. Les grands gars costauds là, qui rentraient. Là, il était 30 dans la classe. Il y avait quasiment plus de place. J'ai commencé à donner mon atelier, puis j'ai vu que là, il commençait à me. à- Heureusement que j'avais lu un peu, je m'étais préparée, je m'étais documentée. Il me testait. Tu sais, il- pour quelqu'un qui prend ça au premier degré, tu sais, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Il me disait des affaires, mais dans le fond, c'est pour me taquiner, mais ils étaient pleins sans rire. Il me disait des affaires, tu sais, ouais, mais là, toi, tu sais. Puis là, tu sais, là, je l'ai relancé. Tu sais, c'était vraiment d'avoir là, quand j'ai pogné la twist, d'avoir la répartie facile pour les relancer eux-mêmes. Là, ils ont vu que je comprenais l'affaire, là, tu sais. Tu sais, de ce qui pourrait paraître une insulte, mais qui était dans le fond, dans la culture inou, une taquinerie. Ça veut dire que s'ils prenaient la peine de me taquiner, c'est que je valais la peine d'être écoutée. Moi, je l'ai relancé. Je disais, ouais, mais toi, là, c'est pas mieux. Tu sais, puis là, les autres riaient, tu sais. Fait que, on a beaucoup ri de cette façon-là. Puis là, heureusement que j'avais toute l'après-midi parce que pour passer mon contenu, là, au complet, je vous jure qu'il a fallu faire des grandes pauses où on se bidonnait, on riait, à des places où normalement, dans les écoles allochtones, ça rit pas. Tu sais, mais eux autres, ils trouvaient ça drôle. Tu sais, je passais une vidéo de Ariana Grande, puis elle était habillée bien sexy, puis là, elle avait comme des oreilles de lapin. Puis là, il y en a un, ils disent, on dirait la femme chat. Je dis, oh, c'est la femme lapin. Là, ça se bidonne, ça rit. Là, là les gars, ils me demandaient, tu peux-tu remettre la vidéo? Mais tu sais, c'est parce que
il faisait à croire que c'est parce qu'il voulait être sûr de comprendre, mais c'est parce qu'il trouvait Ariana Grande sexy, tu sais. C'était vraiment, tu sais, là, j'ai dit, correct, on remet la vidéo, tu sais. Je disais, moi, tu sais, il faut s'adapter. Moi, je me disais, ils n'ont pas demandé que je sois chez eux. C'est comme quand on va dans un autre pays. Ils n'ont pas demandé que je sois chez eux. C'est à moi à m'adapter. Je suis chez eux, ils me reçoivent. À Rome, on fait comme les Romains, tu sais. Fait que quand tu parlais du rire, c'est ça. Moi, c'est surtout à ce moment-là que j'ai beaucoup ri avec les Inuits là, lors de cette formation-là. Absolument. J'en ris encore. Je repense à des situations, puis ça me fait rire. Il faut dire que j'ai le rire facile, moi aussi, là, mais. Ouais. C'est une belle histoire. Merci encore. Mm. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, nous. On s'en va. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je veux juste dire merci. On est très, très content qu'il y a eu beaucoup de monde quand même là, pour venir nous écouter. Personnellement, c'est très. Je suis sensible à ça, les Autochtones dans les médias. Là. Puis je suis très contente que vous avez pris la peine de prendre qu'est-ce qu'on a à vous offrir en lien avec les Autochtones, là, notre expérience. Puis celle à Lucas aussi, je remercie d'avoir accepté de venir avec moi pour témoigner aussi que c'est possible. C'est possible que non-autochtones aillent là-bas, tu sais, dans les communautés. Il faut vraiment juste oser, comme il disait. C'est gentil. Puis moi, pareil comme à Sylvie, merci à tout le monde d'être là. C'est clairement un bon exemple d'intérêt. Puis merci à Sylvie de me faire confiance là-dedans, justement. Tu sais, j'ai pas autant d'expérience que toi, ou pas du tout presque, là. Puis, mais je pense que ce que tu as vu en moi, c'est que je faisais un bon travail à tes yeux. Puis ça me motive beaucoup à continuer dans cette direction. Mm-hmm. Merci beaucoup. C'est quoi, il y a quelqu'un qui parle? Mais non, ça dit des bonnes soirées. Merci beaucoup, présentateur. Témoignage éclairant. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Gilbert. Chinouche Comitin? Chinouche Comitin? Chinouche Comitin? Ah! À Parce que là, on est le soir, c'est ça? Ouais.